En fait, nous, le MCN, nous sommes 8 femmes qui sont de différents endroits, différentes professions. Beaucoup, on est en enseignement, mais d'autres sont de d'autres professions. Et puis, on se réunit autour du questionnement et de la réflexion concernant les rapports de pouvoir dans la société. Donc, on a créé une formation pour essayer d'aborder ça avec les gens. Puis, actuellement, on l'offre dans le milieu de l'éducation. Puis, est-ce qu'on a un... On n'a pas de visuel. OK. En gros, c'est ça. Nous, notre approche, c'est une approche qui est une approche de co-construction. Donc, on n'est pas là pour donner des recettes aux gens ou pour leur dire comment penser ou comment régler les problèmes, mais plus à essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire puis comment on peut aborder ces sujets-là. Moi, je suis enseignante à la Commission scolaire de Montréal dans le secteur des adultes. Et puis, Gaëlle, elle est conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Montréal. Voilà. Alors, avant tout, je vais vous présenter un peu la façon que ça va fonctionner. Aujourd'hui, on va faire une activité avec vous qui fait partie de l'offre de formation. Normalement, la formation, nous, on la donne sur 4 jours. Donc là, on vous fait un mini-extrait de ce qu'on fait comme formation habituellement avec les enseignants. Ça s'appelle... L'activité, c'est la toile des rapports sociaux. Et puis, pour que ça se passe bien, nous, on a comme quelques règlements à mettre en place, dans le sens que nous, on veut que ce soit un endroit où on puisse échanger et où les gens puissent s'exprimer. Donc, il n'y a pas de mauvaise intervention ou de bonne intervention. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Et de cette façon-là, on peut évoluer puis essayer de développer nos idées, en fait. Et puis... on pense que c'est important d'acquérir la parole de l'autre. Et puis nous, les formatrices, on va être là, au fond, pour gérer un peu comment ça se passe dans la salle puis comment les interactions se déroulent. Ça va se passer en petits groupes. C'est pour ça que vous êtes autour de table. On va vous passer du matériel puis on va vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Là, Gaëlle va vous expliquer certains concepts qui sont utiles pour comprendre ce qu'on va faire avec la toile des rapports sociaux. Alors, merci. Est-ce qu'on voit un peu? Merci, Catherine. On a un visuel assez, malheureusement, sombre. C'est assez lumineux, on ne voit pas très bien. Donc, la première chose, avant de commencer, on va utiliser certains concepts comme les catégories sociales. On sait que, ça a été dit hier, on fait tous partie de la race humaine. Toutefois, on a tendance à... en fait, on range les personnes dans des catégories pour différentes raisons. En fait, en psychologie sociale, comme vous le voyez, ça permet d'organiser, d'ordonner des perceptions. En fait, c'est une façon d'organiser le monde, de mieux le comprendre, de mieux l'appréhender. Et ça nous permet de faire des liens entre des éléments, puis de mieux concevoir tout ce qui nous entoure. En sociologie, on va avoir une définition un peu différente. Une catégorie sociale, ça va être une strate de la société. En fait, on va souvent regrouper les gens en fonction de traits communs qu'ils ont. Et puis, ça permet de s'identifier à un groupe et de se distinguer d'un autre. Avec les catégories sociales, il va y avoir souvent une tendance un peu à introduire une notion de binarité. En général, on va voir, par exemple, homme, femme, hétérosexuel, homosexuel. Puis l'inconvénient de ça, c'est que la plupart du temps, ça va impliquer une hiérarchisation entre les catégories sociales. Donc, dans la société dans laquelle on est, on sait que d'un point de vue numérique, les femmes sont majoritaires. Pourtant, la catégorie sociale femme est minoritaire si on prend en considération la binarité dans laquelle elle s'inscrit. On avait parlé hier un peu également, pour ceux qui étaient présents, du fait que différentes catégories sociales, comme la race, par exemple, sont des constructions sociales. Et en général, avec la binarité impliquée par ces constructions sociales et la hiérarchisation, ça permet de justifier puis de mettre en place des inégalités, des injustices, puis des hiérarchies entre les groupes de la société. Donc, dans un sens, ça légitimise la hiérarchie entre les groupes de la société. L'avantage pour ceux qui font partie des groupes dominants, c'est de pouvoir inférioriser certains groupes, les priver de certains pouvoirs, des ressources matérielles idéales. Et
je vais m'arrêter là. Dans la mesure où ce sont des constructions sociales qui s'inscrivent dans une société donnée, dans un temps donné, les catégories sociales vont avoir des frontières qui évoluent en fonction des époques, en fonction du lieu où on se trouve. Donc, une femme ne va pas nécessairement être définie de la même façon au XVIIe siècle en France ou au XXIe siècle en Afghanistan, par exemple. Par contre, elles ne sont pas déterminantes. En général, les catégorisations vont s'appuyer sur des marques ou des stigmates qui sont choisis a posteriori, donc qui sont choisis comme la couleur de la peau, la langue, le sexe, différents éléments qui vont être considérés comme soit réellement inférieurs ou dans l'imaginaire collectif, on va estimer que ces catégories sont inférieures. On va voir d'autres concepts par la suite. Je pense que je vais m'arrêter là pour cela. Est-ce qu'il y en avait une autre? Non, on va voir d'autres concepts pour la suite. Excusez-moi, je suis allée un peu vite. Pour expliquer un petit peu plus. Donc là, j'ai introduit ça parce que, dans le fond, on va utiliser les concepts de catégorie sociale, de binarité et de catégorisation pour faire le petit exercice qu'on vous propose. Est-ce que c'était compréhensible? Est-ce que ça va, les définitions, tout ça? Okay. Et là, on va faire l'activité de la toile des rapports sociaux. Donc là, Gaëlle, je ne sais pas, on peut commencer par donner les... On va vous donner... Oui, OK. Donc, à chaque table, on va vous donner une carte. Chaque personne, vous allez avoir une carte. C'est la même carte à chacune des tables. Donc, vous allez être réunis par... C'est une carte personnage, OK? Donc, cette carte personnage-là, on vous demande de regarder seulement l'image de la carte. Donc, le recto. On vous interdit de regarder le verso. D'ailleurs, nous avons mis, parce qu'on ne vous faisait pas confiance, sur le verso, un post-it. OK? C'est tentant des fois, là, l'interdit, là, mais non, juste l'image, OK? Et puis, ensuite, en fait, moi, ce qui m'inspirait l'entrée en matière de cette activité-là, on est allé à la table, c'est quoi, Gaëlle, la table de concertation? Tu sais, la table de concertation, on est allé de la Ville de Montréal en milieu interculturel, ou je ne me rappelle plus, là, on est allé à Parc Extension. Bon, en tout cas, il y avait une madame qui nous expliquait, une madame racisée qui nous expliquait que elle, l'important dans les premières minutes qu'elle rentre dans une pièce, c'est les 5 secondes qu'elle a pour se présenter et faire valoir qui elle est vraiment. Parce que les gens vont tout de suite la juger selon ce qu'ils voient. Fait que là, nous, ce qu'on vous demande de faire avec cette carte-là, c'est de juger cette personne. Donc, en regardant juste l'image, quelle catégorie sociale vous pourriez attribuer à cette personne-là? Et là, on a besoin de la feuille de... Fait que là, on va vous passer la feuille de la toile des rapports sociaux. Ce qu'on vous demande, c'est de donner 4 caractéristiques à cette personne-là, selon ce que vous percevez. Vous le faites de façon individuelle dans un premier temps, puis ensuite, on va en discuter en groupe. Donc, dans le fond, on vous demande de sélectionner 4 catégories sociales selon laquelle vous définiriez cette personne, a priori. Donc, idéalement... Oh, pardon. Puis, essayez de ne pas trop vous... Essayez de ne pas trop vous arrêter à vos non, je ne peux pas dire ça. On veut savoir ce que vous pensez vraiment. La première fois que vous voyez cette personne-là, qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui ont déjà partagé, comment ça s'est passé, votre... Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Est-ce qu'il y avait des choses qui venaient spontanément? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager? Est-ce qu'il y avait des similitudes, des différences entre ce que vous avez vu?
Ben, nous, les 3 filles, on avait vraiment la même vision. La seule chose, c'est qu'on s'est ostiné sur dire swag, branché ou charismatique. Tu sais, c'était comme... Mais autrement, on avait vraiment la même vision de la personne. OK. C'est quoi les catégories qui sont ça? Jeune professionnel, charismatique, branché, swag, on décidera lequel plus tard, femme et extraverti. Ça, c'était leur carte pour vous montrer Oui. avec quoi. Vous avez Dolores. Là, vous n'avez pas discuté encore. OK. OK. Oui. Bien, on vous laisse le temps de discuter. Je voudrais bien vous voir après. C'est bon? Ah. Nous, on a trouvé qu'elle ressemblait à quelqu'un qui était de 2e génération, de parents d'origine grecque, qui a grandi dans le West Island, qui est anglophone, qui est habillé chic pour faire une sortie de filles, et qui a l'air sociable et qui s'appelle peut-être quelque chose comme Sandra, ou qui ressemble un peu à Sonia Benezra. Sociable, rigolote, un peu girly, qui va aller chez le coiffeur. Voilà. Intéressant. Et le groupe ici, est-ce que vous aviez des choses à... Moi, je voulais juste dire, peut-être qu'on peut montrer l'image, mais les femmes ont inscrit femme, puis Ibrahima a mis homme. Donc, on avait des divergences dans notre groupe selon le genre de ceux qui ont écrit. Donc, on a mis femme, blanche, montréalaise. Peut-être tu peux rajouter. Moi, j'avais mis l'âge. Et puis, aux femmes aussi, on avait mis ou queer, ou on avait parlé de l'orientation sexuelle. Puis moi, j'avais rajouté que ça avait l'air de quelqu'un ou qui a de l'argent ou éduqué, ou en tout cas... OK. Donc là, tantôt, quand Gaëlle expliquait un peu le concept des catégories sociales, on disait qu'en fait, ça induit toujours une binarité. Donc, ça veut dire c'est soit l'un ou l'autre. Donc, dans les catégories que vous avez inscrites là, est-ce que vous seriez capable d'identifier l'opposé ou l'autre pôle de cette catégorie sociale-là? En groupe, en équipe, est-ce que vous pouvez faire ça maintenant? On va vous demander de prolonger les axes. Vous prolongez les axes, on vous a mis des demi-axes, donc vous les prolongez et vous inscrivez ce qui est à l'autre pôle de ce que vous avez identifié. Alors, je pense qu'on a bien rempli nos axes. Alors, j'aimerais voir avec l'équipe du fond quelle conversation vous avez eue par rapport à quand vous avez complété vos axes. Est-ce que vous avez trouvé ça facile? Est-ce que vous avez trouvé l'exercice facile? Oui, c'était relativement facile, mais comme c'est arrivé dans les autres tables, plus qu'on passait du temps à réfléchir, plus qu'on construisait le portrait. On va montrer l'image. Alors, parfait, merci. Ce qui est ressorti d'abord, c'est jeune, aisé, stylé. Si j'en oublie, artiste. Oui. Musicien. Voilà, son côté artiste. Et si on allait vers l'opposé maintenant, on n'a pas trop réfléchi non plus à la question. On est allé carrément à l'opposé. Vieux, on se disait, si jamais il va à l'école secondaire, par exemple, pour prendre des études, il prend le rôle du vieux étudiant. Et d'un milieu défavorisé. Traditionnel, au lieu de stylé. Et cartésien. Plutôt qu'artiste, voilà. OK. Tiens, ici, Maryse, votre équipe. Non, mais je ne connais pas le nom des autres. Attends, je peux commencer parce que moi, j'avais écrit, donc anglophone, francophone, nécessairement.
Ben, je dis nécessairement au Canada, disons. Donc, on avait dit célibataire aussi, donc marié. Moi, j'avais dit fin vingtaine, début trentaine. C'est dur de dire qu'elle pourrait être plus vieille que ça, mais disons âgée. Puis torontoise, on avait Drummondville. D'âge mûr, c'est bon ça. Ah oui, puis on avait dit aussi qu'elle était peut-être esthéticienne, puis on a dit mécanicienne. Et vous ici? Alors ici, nous, on a Michel. On a trouvé le contraire par rapport à l'âge. On la trouvait quand même assez âgée. On a dit qu'elle pourrait être jeune. Le genre, on a parlé ici, le contraire, ce serait hétéronormatif, qui va regrouper le genre et aussi l'orientation sexuelle. Socio-économique, on pourrait dire que cette personne-là, finalement, elle n'est pas si fortunée, disons. Est-ce que j'ai oublié? Il y avait aussi par rapport à Blanche, on s'est dit peut-être que c'est une personne racisée qui pourrait être le contraire de notre personnage. Est-ce que j'en ai oublié? Bon, on avait parlé aussi que c'est une personne iconoclaste, un peu en marge des conventions sociales. Voilà. Conformisme, voilà. Donc, voilà. Bon, alors là, ce qu'on vous a demandé, en fait, c'est d'établir les pôles des catégories sociales. Puis quand on fait cet exercice-là, bien, on se rend compte que, comme l'équipe ici, il y avait une réflexion par rapport à ça, on se rend compte que bien, c'est pas parce qu'une personne n'est pas comme ça qu'elle est nécessairement son opposé. Est-ce que vous avez eu cette réflexion-là aussi? OK. Oui? Oui, OK, ouais, c'est ça. Donc, OK, c'est bon. Donc, vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie. Alors là, on vous demande de retourner la carte, d'enlever le post-it et de regarder comment cette personne-là s'identifie. L'identité de cette personne-là. En fait, je pense qu'en gros, on peut se dire qu'il y a certaines personnes, certains groupes qui ont vraiment facilement fait le lien entre l'identification de la personne et ce qu'on percevait, tandis qu'il y a d'autres groupes que c'était un peu plus différent, je veux dire. Puis, je pense que dans la vie, en général, c'est comme ça aussi. On perçoit des choses d'une personne, on lui donne des catégories, puis des fois, c'est compatible avec l'identité de la personne, puis des fois, c'est vraiment pas compatible, puis c'est complètement différent. Puis c'est un peu avec ça qu'il faut rester en tête. Nous, ce qu'on va vous demander, dans un deuxième temps, ça va être de faire votre toile des rapports sociaux, à partir de vous, comment vous vous percevez. Donc, d'identifier des axes qui sont peut-être pas les mêmes que les personnages que vous avez pris. Vous identifiez des axes et vous situez sur la toile. Où est-ce que vous êtes par rapport à ces axes-là? Et de voir comment ça se fait quand on parle de nous-mêmes. On me dit à la régie qu'on est prêt à recommencer. Alors, moi, j'aimerais que vous partagiez pas ce que vous avez écrit sur votre feuille. Non, c'est personnel. À moins que vous le vouliez. À moins que vous le vouliez, oui, c'est ça.
Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on parle du processus. Comment ça a été pour vous de vous situer sur la toile des rapports sociaux, vous placer sur des axes? Est-ce que vous avez trouvé ça facile, difficile? Je sais pas. Si tu me permets d'abord, dans le fond, définir les axes, en complément. D'abord, sélectionner les 4 axes que vous avez choisis, si vous avez trouvé ça facile ou pas. Puis ensuite, comme le disait Catherine, vous situer sur les axes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Oui? Je vous parle. Moi, je trouvais que c'est très difficile de choisir 4 axes. On est tellement complexe en tant qu'être humain, comme j'expliquais tantôt, c'est très contextuel et circonstanciel comment on est. Dans une situation, je vais être introvertie, dans une autre, je vais être extravertie. De me résumer à 2 mots et un axe, je trouve que c'est très limitant. On est tellement plus que ça. Oui, c'est bon. Alors, oui, effectivement. Ensuite? Moi, j'ai trouvé que c'était... Trouver des axes, à la limite, c'était pas trop compliqué, mais après, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de situer entre notre perception de nous-mêmes et le privilège qu'on a, en fait. Parce que, par exemple, moi, je vais dire, voilà, ma situation, j'ai mis un couple hétéro ou célibataire lesbienne, d'accord? Puis faire l'axe. Bon, ben moi, je suis en couple hétéro dans ma vie, donc je bénéficie d'un certain nombre de privilèges associés à l'hétérosexualité et au fait d'être en couple et d'être mère de famille. Et moi, ma perception et ce que je vis dans mon couple, c'est pas forcément complètement un couple hétéro. Mais en attendant, je trouve que je bénéficie de ce privilège-là, de comment je suis vue dans la société et comment ça peut m'aider, en fait. Donc, je trouve que c'est notre perception de nous-mêmes et le privilège que ça nous donne, c'est différent. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Moi, je voudrais prolonger l'intervention de Madame par rapport au fait que l'identité est toujours circonstancielle, contextualisée. Mais je trouve qu'il y a aussi une interaction, c'est-à-dire que ça va dépendre de la personne, du groupe qui va être en face de moi. Parce que la définition que je donne ou la facette de moi-même que j'affirme va aussi dépendre de l'environnement et du message de comment je me sens perçue. C'est dans une espèce d'interaction, c'est pas juste moi. C'est sûr que j'affirme certaines facettes, mais quelquefois aussi on me désigne comme étant. C'est dans ce double jeu. OK. Pour moi, ça a été quand même relativement facile parce que j'étais avec des dominances. Je me suis arrêtée. Okay. Parce qu'avec la dominance, après, je me dis, il y a des sous... Les sous-catégories? Oui, c'est ça. OK. OK. Oui? Merci. Au niveau de l'aspect identitaire, j'avoue que je me suis dit, jouons le jeu, puis trouvons des axes où est-ce que je peux trouver un autre pôle. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là où, sans chercher à me définir sur une feuille, là, ce qui évidemment, bon, ce serait pas drôle. Dis, OK, qu'est-ce qui fait qu'il y a des opposés par rapport à moi dans la société? Puis bon, évidemment, un des premiers rapports qui vient, c'était l'ethnicité. Et puis, il y avait la réflexion que tu amenais qui était de dire, OK, mais si je mets noir, est-ce que le contraire, c'est blanc? C'est vrai, ça, c'est pas le contraire. Alors, je ne vais pas me définir comme noir, disons, je me définis comme racisé. Alors là, ouais, le contraire, c'est blanc. En tout cas, ici, dans le contexte québécois. Ailleurs, ça pourrait évidemment être autre chose. Pourquoi? Parce que dans les rapports sociaux, c'est là, évidemment, qu'il peut y avoir des tensions. Je pense que l'identité sexuelle, probablement parce que tu l'as nommé, je me suis dit, OK, moi aussi, je vais le mettre. Homme hétéro, puis là, en cherchant comme l'opposé, je me suis dit, OK, mais l'homme opposé de l'homme hétéro au niveau des rapports sociaux, c'est pas la femme hétéro, c'est pas la femme lesbienne. Je trouvais que c'était l'homme transgenre. Qui est-ce qui vit beaucoup plus de discrimination que moi dans la vie? Ça doit être le transgenre homme, parce que je pense que même femme transgenre vit moins de discrimination parce qu'il y a une moins grande homophobie, elle est moins victime d'homophobie, ce qui malheureusement touche beaucoup de gens, mais peut-être plus certains hommes. C'est ouvert à débat, je pense.
Ensuite, statut socio-économique, évidemment, parce que je me suis dit dans le 1%, puis je me suis dit, OK, c'est quoi le contraire? Ben, ça doit être un sans-abri. Ce qui m'a amené finalement à utiliser quelque chose que j'aurais jamais vu comme étant un caractère de mon identité en tant que tel, mais en regardant ce pôle-là, statut économique, puis en amenant au sans-abri, ça m'a amené à penser à la santé. Je suis une personne en santé. Et ça, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à maintenant. Puis ça aussi, c'est un facteur important dans les rapports sociaux. Donc, on voit que moi, tout va bien. Je ne suis pas comme de santé, de maladie chronique ou de problème de santé mentale. Ça aussi, dans les rapports sociaux, je trouvais que ça amenait un pôle, en tout cas 2 pôles assez importants. Fait que voilà, je vous ai tout dit, c'est moi. Merci. Oui, Stéphanie? Un peu dans la même ligne, en fait, j'avais vraiment du mal à catégoriser c'est quoi les extrêmes. Puis au départ, j'ai mis contre l'hétéronormativité, les diversités culturelles, sexuelles. Puis ensuite, je vais parler de capital socio-économique. Là, je me disais, ah, mais il n'y a pas juste le capital socio-économique, il y a le capital académique, il y a le capital culturel aussi. Donc là, je me suis dit, les personnes privilégiées, puis les personnes qui sont vulnérables. Mais en fait, je me rends compte que toutes mes oppositions allaient avec privilège et vulnérabilité. Comme là, ici, la santé, je trouvais ça intéressant de se demander est-ce que je suis une personne en santé ou je ne le suis pas? Est-ce que je suis une personne de 3e génération et plus ou est-ce que je suis une personne de 1re, 2e génération? Mais bref, je pense que j'avais une obsession par rapport à privilège et vulnérabilité, puis ça se revoit partout dans mon spectre. Merci, c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que. Ensuite? Ensuite, est-ce que c'est à moi? Oui, c'est ça. OK. Alors, pour terminer cette activité-là, en fait, on voulait vous expliquer ce qu'on vous a fait faire, en fait. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on vous a fait faire? Avec la toile, ben d'abord avec le personnage, en regardant l'image. Est-ce que ça... Oui? Qu'est-ce que... Je pense que ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'il y a une non-binarité dans... OK. Il y a une non-binarité. Oui, pour moi. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient... Le micro, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres... Parce que sinon, j'embarque dans mes concepts. Je vous explique ce qu'on vous a fait faire, ce qu'on vous a fait expérimenter. Oui? Tu veux pas des concepts? J'imagine qu'on allait ressortir un maximum de groupes pour voir qu'on est toujours en train de s'identifier à quelque chose, même si on veut pas nécessairement, même si on n'est pas nécessairement conscient. OK. OK, j'accepte. Marie, tu veux dire quelque chose? Oui. Là, on a catégorisé socialement. On a posé un jugement? Oui, aussi. Là, malheur à toi, je vais conceptualiser tout ça. Là, quand même, vous partez avec quelque chose. J'ai appris un mot. Non. Alors, le premier truc qu'on a fait, quand on vous a demandé de regarder la carte, là, juste l'image, on vous a demandé de faire de l'assignation. L'assignation, ça veut dire que dans la vie, dans la société, on nous assigne à des rôles, à une identité. C'est pas nous qui choisissons. Moi, ce que mon corps envoie, la façon dont je m'habille, comment je me présente, qui je suis, quand les gens me regardent, ils m'assignent à quelque chose. C'est pas moi qui choisis. Ça, c'est restreignant. C'est probablement moins restreignant pour moi, qui est femme blanche, bon. Mais ça, en santé, ouais, c'est ça. Mais ça peut être plus restreignant si on regarde juste ce qu'on parle beaucoup dans l'actualité actuellement. Actuellement, l'actualité, c'est bon. Mais bon, ce qu'on parle actuellement beaucoup, c'est la femme qui porte le voile. Donc, dans notre société actuellement, la femme qui porte le voile est assignée à son identité religieuse. Point. On n'essaie pas de savoir est-ce que cette personne-là est peut-être féministe, elle a un métier, elle fait des... Non, on l'assigne seulement au fait qu'elle porte le voile, donc c'est une femme musulmane, et avec tous les stéréotypes qui découlent de ça. Donc, l'assignation, ça peut être vraiment contraignant pour certaines personnes dans la société. Ajoute quelque chose. Merci. Puis, l'inconvénient avec l'assignation aussi, c'est que, comme avec l'exemple que vient de donner Catherine, c'est que c'est très réducteur. Puis, en général, on va s'arrêter aux conceptions qu'on a qui sont associées à ces identités-là. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Justement, on a toujours l'image, enfin, toujours.
les médias renvoient souvent l'image des femmes voilées comme étant soumises, incapables de prendre des décisions pour elles-mêmes. Donc, malheureusement, c'est une assignation qui les restreint beaucoup dans leur capacité d'agir, dans leur capacité de s'exprimer, d'être qui elles sont, puis de déconstruire ses croyances et ses perceptions. Il y a quelqu'un, si vous étiez là, quelqu'un avait donné l'exemple aussi des Autochtones ou des Inuits, en parlant justement dans le quartier, elle expliquait qu'elle en avait croisé quelques-uns. Puis je me souviens que moi aussi, j'avais croisé 3 personnes assises, puis c'est un peu le même genre de situation. Il y a aussi une image très ancrée, malheureusement, par rapport aux Autochtones, à leur réalité, leur vécu, leur histoire. Et la perception a totalement faussé qu'on a d'eux. C'est bon, je m'arrête là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'assignation, c'est basé sur des préjugés et nos perceptions. Et que nous, ce qu'on veut vous ramener, c'est important d'en être conscient de ça, que dans la vie de tous les jours, on assigne des gens puis on leur donne des rôles qu'ils n'ont pas choisis, en fait. Puis c'est quelque chose qui est figé souvent et contraignant. Okay? Ensuite, la deuxième partie qu'on a fait avec vous, c'est quand vous avez regardé le verso de la carte. Là, vous êtes allé voir l'identification de la personne. Le processus d'identification, moi, je dis souvent, c'est un peu contraire à l'assignation, dans le sens que c'est un mouvement qui parle de la personne elle-même, qui veut être identifiée ou qui veut être reconnue comme quelque chose ou appartenant à un groupe ou à une catégorie sociale. C'est que ça, l'identification, c'est beaucoup plus mouvant parce que ça peut changer. Moi, je peux décider de m'associer au mouvement queer, par exemple, pendant une certaine période, puis après, décider que non, moi, je m'en vais plus. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de mon identité. Donc, c'est beaucoup moins restreignant et c'est beaucoup plus intéressant aussi. Et finalement, dans la société, on le vit tous à plus ou moins grande échelle, selon qu'on vit beaucoup d'assignations, les impacts de l'assignation ou pas. Mais il y a la tension entre les deux. Entre l'identification et l'assignation, il y a une tension qui se fait. Donc, entre ce que les gens perçoivent de moi et comment ils m'assignent et comment moi je m'identifie, ça va devenir quelque chose qu'on appelle l'assujettissement. Donc, ça va être, moi j'illustre ça souvent comme une corde. C'est comme à chaque bout de chacun des trucs. L'assignation que tu vis et l'identification que tu as. Et ces deux pôles-là se tirent et tout dépendant de qu'est-ce que tu vis dans ta situation, ça va tirer plus d'un côté que de l'autre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Je voulais ajouter avec l'oppression cognitive. Avec ça, je rejoindrai un peu ce qui avait été dit hier à propos du racisme systémique ou des discriminations systémiques, dans le sens où, à un moment, il y a une certaine intériorisation de l'identité qu'on nous assigne. Et parfois, les gens sont pris là-dedans et ont la perception, par exemple, qu'ils sont moins bons, qu'ils sont moins intelligents, uniquement parce que c'est leur identité. Bon, la manière dont on les identifie fait qu'on les assigne de cette façon-là. Donc, il y a une intériorisation de ces sentiments qui vont faire que les gens, quelque part, vont s'identifier à ce à quoi on les assigne. Évidemment, c'est vraiment dangereux parce que là encore, ça empêche de pouvoir... Ça limite la capacité d'agir, la capacité à pouvoir s'exprimer tel qu'on est réellement. Et j'ai perdu mon mot. C'est une matinée difficile. Donc, excusez-moi, en fait, donc, dans le deuxième cas, il n'y a pas de tension puisqu'il y a l'assignation et l'identification se rejoignent, en fait. Dans l'autodévalorisation, l'assignation, ça me renvoie à une identité dévalorisée. Et moi, si j'intériorise ça et que je me conçois comme une personne dévalorisée, une femme incapable de parler en public parce que pas légitime, etc., voilà. Et ben, du coup, il n'y a plus de tension parce que les deux choses se rejoignent. Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement, malheureusement, des fois, le poids de l'assignation va faire qu'on s'identifie, puis effectivement, la tension disparaît, puis c'est dommage parce que tu n'as pas la liberté d'exprimer ton identité réellement, puis quelque part, il y a une certaine perte de qui on est à travers les multiples facettes qui nous définissent. Puis il y avait aussi une autre petite chose que Catherine n'avait pas dit, je pense, par rapport à l'assignation et l'identification. En général, l'assignation, c'est assez limité. Les catégories sociales à travers lesquelles on va définir les gens
on en sélectionne quelques-unes inconsciemment, rapidement, puis on s'appuie sur ça, on ne va pas vraiment plus loin. Puis vous l'avez vu en le faisant vous-même, l'identification, on va vraiment avoir une plus grande panoplie de catégories sociales à travers lesquelles on sent qu'on s'identifie, puis effectivement, suivant le contexte, suivant les gens avec qui on est, suivant les époques aussi, dans notre vie, ça va varier. Oui, j'aimerais trouver que dans la vision qu'on a de la binarité, et ça, on l'a vu même dans certains, tu l'as vu aussi avec moi dans mon cours d'ailleurs, sur tu sais, quand on regarde la frontière interne, c'est-à-dire que l'identité imposée par l'autre et l'identité autoproduite de l'intérieur par, mettons, un groupe minoritaire qui veut justement résister à ce regard du dominant sur lui. Il y a aussi le troisième pôle que Marie McEnroe avait appelé la subjectivité du sujet, c'est-à-dire comment tu crées comme individu aussi une synthèse entre cette identité imposée de l'extérieur et cette production de l'intérieur du groupe minoritaire qui essaie de se définir ou qui appartient à une communauté d'histoire, de culture, etc. Et donc, la tension entre la frontière interne et externe de l'ethnicité, il y a aussi une part de subjectivité où l'individu fait une synthèse de ça. Il peut harmoniser ces deux pôles-là, c'est-à-dire le pôle de l'identité imposée par la domination, par exemple, et le pôle de la communauté de l'intérieur qui s'auto-définit, etc., ou qui résiste à la domination, mais il y a aussi une part de subjectivité individuelle. Donc, on n'est pas toujours dans cette absolue binarité. Je ne sais pas ce que vous... Oui, bien, tout à fait. D'ailleurs, j'allais, à travers ça, j'ajouterais la subversion, dans le sens où, à certains moments, on peut se réapproprier certains qualificatifs péjoratifs pour les retourner, puis les déposséder de ce qu'ils ont de réducteur, comme par exemple, j'ai un trou de mémoire avec... queer, c'est ça? Oui, dans le mouvement queer, ou même le mot nigger chez les Américains, par exemple, qui est une insulte qui a été reprise, que les gens se sont réappropriés, ont sorti tout ce qu'il y avait de négatif pour que ça soit valorisant dans un sens. Puis je perdais, il y avait un terme aussi dans la communauté gay qui était plus anglophone que j'ai perdu, mais un peu le même principe, où on va reprendre un mot qui est une insulte, on va se l'approprier. Mais il n'y a pas le choix. Okay. Je vous renvoie à la poésie de la négritude chez Césaire pour vraiment lire Cahiers d'un retour au pays natal. C'est presque ce jeu-là, stylistique, que fait Césaire. Et il y a pour ceux qui n'ont rien inventé, parce que quand on dit que l'homme noir n'a rien, comme Sarkozy l'a dit récemment, il n'a pas un poids dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est ce discours-là que Césaire, dans le Cahier de retour au pays natal, produit. Oui. Merci. Merci pour la référence. Ouais. Moi, je pense qu'on pourrait finir avec ça par rapport à ce que vous venez de dire, en fait. C'est que ce qu'on veut ramener aussi par rapport à l'identification, l'assignation et la binarité, c'est qu'en fait, on est souvent socialement emprisonné dans cette binarité-là. On impose ça à des gens. Et ce qui fait que, en fait, comme vous disiez, c'est qu'on rend illégitime des personnes en leur disant qu'ils n'ont pas de poids dans la société, où on les marque avec des préjugés ou des stéréotypes, de façon à ce que ces personnes-là ne trouvent pas, en fait, une autre image dans la société. Ce qui fait qu'on va avoir des préjugés par rapport à tel genre de personne, on ne va pas lui donner un emploi, ou on ne va pas lui donner un endroit où vivre, ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de ça et de se sortir de ça, parce que c'est ça que le dominant cherche à instaurer pour rester dans ces rapports-là tout le temps. C'est plus facile d'écraser des gens quand on peut les classifier, les catégoriser. Puis, ben là, on avait notre diapo. En fait aussi, on parle d'assignation, identification, nous on le conçoit là entre nous comme ça, comme quelque chose de construit, comme des rapports de pouvoir, mais il faut garder en tête qu'il y a quelque chose de très mesquin là-dedans. C'est que quand les identités sont naturalisées, on va considérer par exemple, on entend souvent
les Noirs savent bien danser, sont bons en sport, les Asiatiques sont bons en sciences, en mathématiques, des choses comme ça. À partir du moment où on considère que les catégories sociales qu'on assigne aux gens font partie de leur nature, sont inhérentes à leur personne, là encore, on enlève le pouvoir d'agir, le pouvoir de changer, et ça permet aussi de maintenir la hiérarchie dont on parlait tout à l'heure. Puis, comme le disait Catherine, ceux qui assignent de cette manière-là, en général, c'est le groupe dominant qui va ainsi pouvoir garder la mainmise sur les groupes dominés. Donc là, la binarité encore, pour les mêmes raisons. Puis, on vous invite dans vos vies de tous les jours à vous questionner sur la manière dont vous assignez les gens, parce qu'on le fait tous de toute façon, sur la manière dont vous le faites, puis sur ce qu'il y a derrière ce que vous percevez des gens, ou ce que vous pensez comprendre des gens, en les voyant, en les croisant, en les jugeant, ou rapidement, souvent. Donc c'est intéressant de déconstruire un peu ce qu'on a en tête, ce qu'on fait, puis de réfléchir sur la manière dont on le fait. Voilà. C'est fini? Alors, nous, on offre des formations. Derrière, on a mis une liste. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur les formations qu'on offre, tout ça, vous pouvez vous inscrire sur la liste avec votre nom, votre courriel. Puis quand on va offrir d'autres formations, on pourra vous tenir au courant. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires. Ça va? Alors, merci beaucoup. Merci.